Comme promis, suite à ma vidéo sur hypersensibilité et microbiote, où je vous expliquais ce qu'est le microbiote, ce qu'est l'hypersensibilité et le lien qu'il y a entre les deux, aujourd'hui on va s'intéresser aux solutions qu'en tant qu'hypersensible tu peux mettre en place pour réguler l'axe intestin-cerveau. L'objectif, c'est diminuer les troubles digestifs dont 100% des hypersensibles souffrent, mais aussi de diminuer le stress et l'anxiété qui sont systémiques chez les personnes hypersensibles et qui vont participer au phénomène de dysbiose et d'hyperperméabilité intestinale qui finalement entretiennent le stress. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Shirley, psychonutritionniste. Je développe sur cette chaîne des thématiques autour de la psycho, de la nutrition, mais aussi du microbiote, de la santé en général. Si c'est votre rayon à vous aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Petit rappel pour commencer, être hypersensible, cela signifie avoir un fonctionnement neurosensoriel atypique. Ce n'est pas anormal, mais c'est différent. On estime qu'environ 30% de la population est hypersensible. Dans ce cas, le système nerveux et sensoriel, c'est-à-dire qui capte l'extérieur, est beaucoup plus réceptif aux stimuli. Alors c'est super pour percevoir le monde finement, mais le revers de la médaille, c'est que notre système nerveux peut s'emballer à force d'être hyper stimulé. Ce qui nous fait arriver sur un cerveau qui tourne à 10 000, qui ne s'arrête jamais. Mais aussi sur un état anxieux, du stress chronique, qui eux vont provoquer un déferlement des hormones du stress, entre autres l'adrénaline et le cortisol. Elles sont responsables en partie de la dysbiose, c'est-à-dire une déstabilisation, une mauvaise santé de notre microbiote intestinal, mais aussi de l'hyperperméabilité intestinale, c'est quand notre intestin devient une passoire au lieu d'être un petit cocon étanche. Qu'est-ce que la dysbiose et la perméabilité intestinale provoquent? D'abord des carences nutritionnelles, puisque notre microbiote est responsable de la synthèse de certaines des vitamines, mais aussi des carences de production de la sérotonine, notre neurotransmetteur, notre hormone du zen et de la sérénité. Elle est en lien direct avec notre humeur, notre morale, mais aussi notre gestion du stress et nos capacités cognitives. Ces informations de notre petit intestin en souffrance vont atteindre le cerveau via le nerf vague. Du coup, aujourd'hui, on va explorer les solutions des 4 axes. D'abord, comment activer le parasympathique via le nerf vague? Comment optimiser la production de sérotonine grâce au microbiote? Comment lutter contre l'hyperperméabilité intestinale? Et enfin, comment apaiser son mental? D'abord, et c'est essentiel, il faut réguler l'équilibre entre notre système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique est responsable de l'action, de la survie, c'est aussi lui qui gère le stress. Le parasympathique est l'exact inverse, lui est responsable de notre retour au calme. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo et que vous voulez plus de détails, je vous mets le lien ici. L'acteur principal qui a le pouvoir de déclencher notre système parasympathique, c'est le nerf vague. Mais qui est-il? C'est le nerf crânien le plus long du corps. Il relie tous nos organes à notre cerveau. Il permet la communication entre les deux. Au fond, c'est une autoroute à double sens. Mais 80% des informations sont afférentes, c'est-à-dire qu'elles montent des organes jusqu'à notre cerveau. C'est donc lui qui est responsable notamment de faire remonter les informations de notre microbiote jusqu'au cerveau. Que se passe-t-il lorsque notre nerf vague s'active? Il y a une réduction drastique des hormones du stress, cortisol, adrénaline, mais aussi une meilleure digestion. Il a la capacité de produire de l'acétylcholine, qui est un puissant anti-inflammatoire. Il réduit donc les douleurs ressenties. Et enfin, il engage la réparation cellulaire. Mais comment faire pour l'activer? En passant par la respiration. C'est la technique la plus documentée. Il faut inspirer moins longtemps que ce qu'on expire. Par exemple, inspirer 4 secondes et expirer 6 secondes. Vous pouvez soit compter dans votre tête, soit vous servir de petites applis qui sont gratuites, comme Respirelax ou Coera. Enfin, il en existe plein. Pour ceux qui connaissent la cohérence cardiaque, c'est un tout petit peu différent. La cohérence cardiaque classique, c'est le même temps d'inspiration que d'expiration. L'idéal étant de pratiquer cette respiration 3 fois dans la journée, 3 fois 5 minutes, et c'est encore mieux si vous arrivez à le faire avant les repas, puisque de cette manière, vous allez favoriser votre digestion
réduire les troubles digestifs. Puisqu'on parle de repas, mastiquer en mangeant est aussi une très bonne technique pour stimuler le nerf vague. Idéalement, il faut essayer de ne pas manger trop vite. Je sais que c'est pas facile. Dans les techniques, vous avez le fait de poser votre fourchette ou votre cuillère entre chaque bouchée. Vous pouvez aussi activer vos cordes vocales, chanter, rire. Vous pouvez aussi faire le son de l'abeille, qui donne à peu près excellente imitation de l'abeille. Vous trouverez des contenus un petit peu plus professionnels sur ce sujet sur YouTube, ça s'appelle Respiration de l'abeille et c'est très utilisé dans le yoga. Activer ces cordes vocales, comme on vient de le voir, ça peut être très utile lorsque vous vivez une émotion forte. Ça permet de la faire sortir. Le jet d'eau froide que l'on remonte du bas vers le haut sur le corps sous la douche est aussi très utile pour activer votre nerf vague. Enfin, l'art de ne rien faire. Quelques minutes par jour, octroyez-vous le droit et le temps de ne rien faire. Étendez-vous sur un canapé ou sur un lit, respirez tranquillement et ne faites rien. Certains micronutriments sont indispensables au bon fonctionnement du nerf vague. C'est le cas notamment du magnésium, qui est très déficitaire dans la population, des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B6, et du potassium. Si vous avez besoin de complémentation, mais que vous hésitez sur quel complément choisir, je vous mets quelques liens dans la description. Notre nerf vague étant maintenant activé, il faut aussi optimiser la production de sérotonine. Parce que sans elle, point de bien-être ni de sérénité. Pour ça, je vous conseille d'utiliser la chronobiologie. Pas la chrononutrition qui est un concept commercial pour perdre du poids, mais la chronobiologie qui finalement donne au corps les macronutriments dont elle a besoin en fonction de l'heure de la journée. L'idée, c'est de manger beaucoup de protéines le matin et le midi et peu le soir, et de consommer des glucides, notamment sous forme de collation l'après-midi entre 16h et 17h, et également le soir, pour favoriser votre synthèse de sérotonine. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire d'excès de consommation de glucides, ce serait délétère, puisque le sucre ajouté, mais aussi les féculents raffinés, les féculents blancs, vont déstabiliser votre microbiote. Les études montrent que les gens qui consomment beaucoup d'index glycémique élevé ont un microbiote beaucoup plus pauvre que la moyenne. Ce qui provoque, je vous le donne en mille, une augmentation du stress chronique. Donc en pratique, mettez des protéines le matin, le midi et peu le soir. Faites un petit goûter à base de fruits, graines et noix, pourquoi pas du chocolat noir. Et évitez de grignoter le reste du temps pour ne pas faire de pic de glycémie. Et pour être au top du top, essayez de choisir des féculents qui ont un index glycémique modéré ou bas. Au final, ce sont vos petites bactéries intestinales qui vont produire la sérotonine. Donc, il faut leur donner à manger ce qu'elles aiment, c'est-à-dire des fibres, qu'on trouve dans les végétaux, les fruits, les légumes, les légumineuses. Bien sûr, c'est fonction des tolérances individuelles. Tout le monde ne peut pas se permettre de manger tous les types de fibres. En phytothérapie, il y a aussi moyen de stimuler cette production de sérotonine avec des plantes que l'on dit sérotoninergiques. La plus connue d'entre elles, c'est la griffonia. Elle est souvent associée au safran. Vous pouvez fractionner la prise en 2 fois, au repas de midi et vers le goûter. Cependant, attention à ceux d'entre vous qui prennent des IRS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, parce que c'est absolument incompatible avec la griffonia. Indissociable du microbiote, la barrière intestinale doit être étanche. Si elle ne l'est pas, si c'est devenu une passoire, votre corps va être soumis à une hausse de l'inflammation très importante avec un niveau de stress qui augmente. C'est le lit des maladies chroniques ou des maladies auto-immunes. Qu'est-ce qui abîme cette barrière intestinale? Les additifs alimentaires, tous les quelque chose et particulièrement les édulcorants que vous allez retrouver dans les produits 0% ou light, le sucralose, l'acésulfame K ou alors l'aspartame. Mais aussi les médicaments, particulièrement les antibiotiques ou les antifongiques, la pollution, les toxiques environnementaux plus généralement et particulièrement les perturbateurs endocriniens que l'on retrouve dans le plastique ou les métaux lourds. Le stress chronique est bien sûr impliqué, ainsi que la consommation d'alcool et de tabac. La consommation de gluten augmente elle aussi la perméabilité. Et enfin, certaines carences vitaminiques empêchent votre barrière intestinale de se régénérer. C'est le cas de la vitamine D, de la vitamine A, de la vitamine E. Vitamine D qui, elle aussi, est très déficitaire dans la population générale. Dans les micronutriments spécifiques adaptés à la barrière intestinale,
vous allez retrouver en chef de file la glutamine, qui est un acide aminé qui aide finalement votre barrière intestinale à se réparer, à se refermer. Vous pouvez la prendre seule ou parfois elle est contenue avec d'autres micronutriments dans des produits qui s'appellent Perméa quelque chose. Enfin, une fois qu'on s'est occupé de notre microbiote, de notre barrière intestinale et de notre nerf vague, il faut s'occuper de notre cerveau. Pour cela, il faut essayer d'apaiser son mental, qui est suractivé chez les hypersensibles. Ils cogitent beaucoup, ils pensent beaucoup, ils analysent, ils s'auto-analysent. Ce sont des profils très observateurs. Pour autant, cette suractivation est très fatigante pour soi-même et peut devenir obsessionnelle chez certains avec l'impossibilité d'arrêter de penser à un sujet. L'idée ici, c'est de lâcher prise, mais pas avec le mental. Parce que se dire à nous-mêmes, il faut lâcher prise, je sais que je suis allé trop loin, ça ne va pas, c'est encore du mental. Les meilleures techniques vont donc se trouver dans notre corps. La première d'entre elles, c'est de le mettre en mouvement, de marcher, de faire du sport, quelconque activité. Le fait de mettre le corps en mouvement va diminuer l'activité cérébrale. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter complètement de penser pendant que vous faites votre activité, mais votre cerveau va diminuer son flux de pensée. Échanger avec les autres est aussi capital. Ça nous permet d'avoir la vie de quelqu'un d'autre et de quitter un petit peu l'auto-analyse et la remise en question permanente qui habite les hypersensibles. Même si on a besoin de calme et de silence, il ne faut pas se couper des autres. Sinon, il est très difficile pour notre cerveau d'arrêter de tourner. Il faut aussi essayer de redescendre dans son corps, c'est-à-dire de réapprivoiser nos sens. À ce moment-là, qu'est-ce que je sens? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la lumière? Que ressent ma peau? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Beaucoup de petites techniques existent que vous pouvez trouver sur le net, de scan corporel finalement. Généralement, on part du haut en bas, par exemple en imaginant une vague qui vous traverse. Couplé à de la respiration, que l'on a vu juste avant pour activer votre parasympathique, c'est très utile pour apaiser votre mental. Enfin, n'oubliez pas d'avoir des activités plaisir, loisirs. Le mental, lui, nous impose souvent d'être dans des activités de contrainte. Il faut que je fasse. Octroyez-vous un peu de temps pour ces activités-là. Ce n'est pas du temps perdu. En phytothérapie, pour apaiser votre mental, vous pouvez aussi vous servir des plantes adaptogènes. Il y en a plein, mais vous trouverez notamment la rhodiole, l'ashwagandha ou l'éleutérocoque. Pour conclure, pour réduire l'hyperstimulation, l'hypercognition, le stress chronique et les troubles digestifs qui vont avec l'hypersensibilité, il faut s'occuper du système tout entier. Tout ne se règle pas bien sûr en un jour, mais avec des bonnes habitudes de mode de vie, votre intestin et votre cerveau vont s'entendre comme larrons en foire. Petite expression du XVIIe siècle, ça ne fait pas de mal, ce qui vous permettra de mieux gérer votre hypersensibilité au quotidien. N'oubliez pas que c'est un mode de fonctionnement certes atypique, mais merveilleux. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage, ça permet à YouTube de savoir que je vous intéresse. Pensez également à vous abonner pour suivre les prochaines aventures du microbiote et on se retrouve le plus vite possible.